Bismillah wa salamu alaykum, toujours avec l'électrophysiologie et toujours dans les propriétés électriques du cœur. On continue, donc on arrive à la troisième propriété du cœur, donc des fibres cardiaques, qui est la conduction ou la conductivité. D'accord? Après l'excitabilité et l'automatisme, on va passer à la conductivité. Je m'excuse, je prends mon pointeur. Voilà. Très bien. Donc, la dépolarisation, on est dans les oreillettes. La dépolarisation apparue dans le nœud sinusal se propage radialement dans les fibres musculaires auriculaires, donc dans les fibres musculaires qui constituent les oreillettes. Radialement, c'est-à-dire de bord en bord, de cellules musculaires auriculaires à cellules auriculaires musculaires. La vitesse de conduction du tissu auriculaire est d'environ 0,3 mètres par seconde. D'accord, et l'excitation est donc à épouser les deux oreillettes. Les faisceaux internodaux, ils vont assurer la conduction de l'excitation depuis le nœud sinusal vers le nœud auriculo-ventriculaire à une vitesse de 1 mètre par seconde. C'est bon? Ça va jusque-là? Très bien. Donc, on va voir sur le schéma. Donc voilà l'impulsion au niveau du nœud sinusal. Elle va se transmettre dans tout le tissu auriculaire, donc grâce aux jonctions communicantes, et elle va se transmettre au niveau du nœud auriculo-ventriculaire grâce aux faisceaux internodaux. Les trois flèches en noir représentent les faisceaux internodaux. Dans le nœud auriculo-ventriculaire, il y a ralentissement de la conduction. Le temps de franchissement du nœud auriculo-ventriculaire est de 0,09 secondes. C'est quand même lent par rapport à tout à l'heure. Ce ralentissement de la conduction est à l'origine du décalage entre la contraction des oreillettes et la contraction des ventricules. C'est un ralentissement bénéfique pour la fonction cardiaque. En effet, pour que la contraction auriculaire soit efficace en termes de remplissage des ventricules, il faut qu'elle survienne pendant que les ventricules sont relâchés et les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes. D'accord? Il faut du temps pour la contraction des oreillettes pour qu'elle puisse permettre un bon remplissage des ventricules. Ce ralentissement est lié d'une part au petit diamètre des cellules qui constituent le nœud auriculo-ventriculaire et d'autre part à la rareté des jonctions communicantes entre cellules voisines à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Donc on va voir ici sur les schémas. Bon, ce pointeur est en train de coincer. Donc, depuis le nœud sinusal vers le nœud auriculo-ventriculaire, donc c'est 0,03 secondes. Et l'impulsion arrive au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Donc, le franchissement du nœud auriculo-ventriculaire va prendre 0,9 secondes. D'accord? Donc, et il faut 0,04 secondes pour atteindre le tronc du faisceau de His. Donc, en tout, il faut 0,16 secondes pour que l'impulsion arrive au niveau des branches du faisceau de His. Donc, ici, c'est vraiment une représentation schématique du tissu de conduction. D'accord? Dans les cellules du faisceau de His, donc, après le nœud auriculo-ventriculaire, c'est les cellules du faisceau de His. La vitesse de conduction est la plus rapide du tissu de conduction, de tout le tissu de conduction. Elle est de 1,5 à 4 mètres par seconde. Donc, les cellules du faisceau de His, elles sont les plus rapides. 150 fois plus importante que la vitesse de conduction du nœud auriculo-ventriculaire. La transmission, elle est instantanée dans l'ensemble des ventricules. D'accord? Cette rapidité de transmission est liée à la taille importante des fibres de ce tissu, des cellules de ce tissu, du faisceau de His,
et la grande perméabilité des jonctions entre cellules conductrices adjacentes. Donc, dès qu'on franchit le faisceau de His, vraiment c'est rapide, c'est-à-dire l'impulsion va parvenir au niveau des ventricules rapidement. D'accord? Chaque fibre Pardon, c'est un peu lent. Chaque fibre du faisceau de His se divise progressivement en un réseau de fines ramifications, fines fibres, les fibres de Purkinje, qui cheminent sous la région sous-endocardique et atteint les cellules musculaires myocardiques. Donc, ce faisceau de His va se diviser en fines ramifications qu'on appelle les fibres de Purkinje qui vont cheminer sous la région sous-endocardique et atteindre les cellules musculaires myocardiques. Donc, les cellules, on est dans le ventricule en profondeur. La durée de passage de l'impulsion entre le tronc commun du faisceau de His et les fibres de Purkinje, ça va se faire, donc cette durée est de 0,03 secondes. Dans les cellules musculaires ventriculaires, une fois parvenue à l'extrémité du réseau de Purkinje, l'impulsion se transmet à l'ensemble des cellules musculaires ventriculaires, de cellule en cellule ventriculaire, de cellules musculaires ventriculaires à cellules musculaires ventriculaires avec une vitesse de conduction de 0,3 mètres secondes. C'est comme dans le tissu auriculaire. L'impulsion passe de l'endocarde vers l'épicarde avec un décalage de 0,03 secondes. Donc, la contraction de la région endocardique précède de quelques centièmes de seconde la contraction de la région épicardique. Pourquoi je vous demande d'apprendre ces quelques chiffres du temps et de vitesse pour pouvoir comprendre le TD sur le CG, l'activité cardiaque globale, d'accord? Donc, on récapitule. Donc, la genèse de l'impulsion au niveau du nœud sinusal. D'abord, la conduction, d'abord dans le tissu auriculaire, oreillette droite et oreillette gauche. Après, au niveau du ventricule, du nœud auriculo-ventriculaire, il y a un petit ralentissement, d'accord? Donc, l'influx va se transmettre faiblement, c'est-à-dire lentement. Après, dès qu'il y a atteinte du tronc du faisceau de His, la conduction est rapide au sein des deux ventricules. Donc, on termine donc notre conduction. On vient de voir donc l'excitabilité, l'automatisme et la conduction. On va dire un mot sur le couplage excitation-contraction, encore appelé couplage électromécanique. Couplage électromécanique, électro-excitation, contraction mécanique. L'auto-excitation d'une seule cellule, pacemaker, entraîne la contraction synchrone de toutes les cellules du myocarde, qui se comportent comme un syncytium. Très bien. Le calcium extracellulaire entrant dans la cellule par les canaux calciques de type L lors de la phase du potentiel d'action en plateau, c'est-à-dire lors de la phase en plateau du potentiel d'action, déclenche la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique. Donc, dès qu'il y a la phase lente, il y aura libération donc du calcium, le calcium extracellulaire qui vient de permettre la dépolarisation et la phase lente va permettre la dépolarisation du calcium du réticulum sarcoplasmique. D'accord? Ces canaux sont parfois appelés récepteurs des dihydropyridines. D'accord? Car ils sont spécifiquement fermés par ces substances, c'est-à-dire les dihydropyridines vont inhiber ces canaux. D'accord? Donc le calcium qui est entré lors de la phase en plateau, on est dans la cellule contractile, dans le potentiel d'action de la cellule ventriculaire et contractile.
et auriculaire. Donc, cette phase de plateau, l'entrée du calcium, ce calcium extracellulaire va permettre la stimulation de la sortie du calcium qui est dans le réticulum sarcoplasmique, parce que ce calcium extracellulaire est insuffisant pour la contraction cardiaque. Donc, il faut faire sortir le calcium du pool de stockage qui est le réticulum sarcoplasmique. La fixation du calcium externe sur les récepteurs à la ryanodine ouvre les canaux calciques du réticulum sarcoplasmique. Ces canaux sont fermés par la ryanodine et le calcium du réticulum sarcoplasmique est libéré. Donc ce calcium va se fixer sur des récepteurs au niveau du réticulum sarcoplasmique qu'on appelle les récepteurs à la ryanodine, parce que la ryanodine ferme ces récepteurs. Donc il y aura sortie du calcium du réticulum sarcoplasmique. Donc du calcium est libéré dans le cytosol de la cellule contractile. Dans le myocarde, les ponts d'actomyosine se forment par désinhibition de lactine. Donc vous avez sûrement fait le muscle strié, vous avez parlé de la myosine et de l'actine, etc. Donc ce calcium supplémentaire entraîne la contraction cardiaque par fixation sur les sites de la troponine C. Donc vous savez que l'activation de l'actine, elle est cachée, elle est masquée. Donc le calcium, en se fixant sur la troponine, va démasquer donc ce site. Une fois libéré, le calcium intracellulaire est de nouveau stocké dans le réticulum sarcoplasmique par la pompe calcium ATPase du réticulum sarcoplasmique. Donc, après la contraction, on doit reprendre notre calcium dans le réticulum sarcoplasmique. Donc, il va reprendre sa place contre son gradient de concentration. Donc, c'est la pompe calcium ATPase qui va permettre l'entrée du calcium du cytosol vers le réticulum sarcoplasmique à la fin de la contraction. C'est ce repompage du calcium dans le réticulum sarcoplasmique qui permet la relaxation des sacromères. Donc, c'est ce repompage. Dès que je repompe le calcium dans le réticulum sarcoplasmique, sa concentration va diminuer dans le cytosol qui va permettre la relaxation des sacromères. Il s'agit de l'événement initiateur de la diastole cardiaque. Donc, dès que je repompe le calcium à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique, je signe le début de la diastole cardiaque. Donc le repos, la relaxation du muscle. D'accord? Donc on termine ici, d'accord? Et on reprend dans la vidéo suivante. Je vous remercie.